Après avoir interdit leur technologie et les avoir qualifiés de tarés de gauche, Donald Trump semble avoir changé d'avis au sujet d'Anthropic. Considérez-vous Anthropic et dans une certaine mesure son PDG Dario Amodei comme une menace pour la sécurité nationale? Eh bien plus maintenant. Mais il y a une semaine peut-être. J'étais avec lui hier. Il a l'air d'être un type bien. Un type intelligent. Son administration a désormais levé les restrictions pesant sur la dernière technologie de cette entreprise de pointe en intelligence artificielle. Ces modèles d'IA, Mythos et Fable, avaient été bloqués dans le monde entier mi-juin, Washington en interdisant l'exportation pour des raisons de sécurité nationale. Mythos est accessible à des clients issus des secteurs de la cybersécurité et des administrations publiques plutôt qu'au grand public. Il s'agit du modèle d'IA le plus puissant jamais conçu par l'entreprise. Il excelle dans la détection de failles logicielles, ce qui lui confère une importance stratégique pour les États-Unis et d'autres gouvernements. Finalement, dans une lettre, le secrétaire au commerce Howard Lutnick affirme qu'Anthropic a pris des mesures en étroite coordination avec le gouvernement pour répondre aux risques. Anthropic a accepté de travailler avec diligence avec le gouvernement américain sur les protocoles, les normes et les modalités de lancement concernant Mythos, Fable et les futurs modèles. L'administration et Anthropic étaient en désaccord depuis l'incursion américaine au Venezuela en janvier, moment où un différend a éclaté concernant l'utilisation de ces outils par l'armée. Washington souhaite pouvoir utiliser l'IA américaine à sa guise, mais Anthropic refuse que ces modèles soient utilisés pour des armes autonomes létales ou pour la surveillance intérieure. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Bernard Benamou. Bonjour, vous êtes secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Bonsoir, effectivement, heure française. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent sur d'autres fuseaux horaires. Alors, l'administration américaine qui lève les contrôles à l'exportation sur les modèles Fable 5 et Mythos d'Anthropic, faut-il s'en réjouir ? De toute manière, on savait dès le départ que ça ne pouvait pas être une interdiction totale et définitive. Donc ça, c'était connu. La méthode était expéditive, c'était du jamais vu. En 90 minutes, on demandait à la société de faire le tri entre les clients étrangers et les clients américains, et même les employés étrangers et les employés américains. Ce qui était impossible, donc ils ont coupé. En privant de fait tout le monde. De la totalité des utilisateurs. Et donc, par définition, c'était pas une situation qui était durable, puisqu'il y avait des grandes entreprises qui dépendaient, ou en tout cas qui commençaient à dépendre de ces solutions. Non, la vraie question, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la société Anthropic? Évidemment. Oui. C'était quasiment un arrêt de mort qu'on était en train de leur produire. Parce que pour une entreprise comme la leur, une interruption de ce genre, c'est la pire des publicités possibles, c'est la pire des crises de confiance possibles pour les grands usagers. Donc pour eux, c'était extraordinairement dangereux. Ça va tellement vite, pardonnez-moi cette parenthèse, mais quand on interdit ou qu'on reporte ou qu'on suspend les modèles les plus avancés, l'entreprise elle-même, l'une des plus importantes au monde en la matière anthropique, peut périr en quelques jours ? Non, elle ne peut pas périr, mais en tout cas, altérer la confiance de manière durable, au point que l'on se dise, parce que malheureusement, ils étaient déjà, si je peux me permettre l'expression, dans le collimateur de l'administration Trump, à la fois pour leur refus devant le département de la guerre de Pete Hegseth l'avait dit, ce que vous aviez noté dans votre reportage, mais aussi le fait que le cofondateur d'Anthropic. L'autre, Ola, avait eu l'occasion de participer à l'encyclique du pape, ce qui n'avait pas plu du tout à l'administration Trump. Donc déjà, ils étaient en position, entre guillemets, de défaveur par rapport à l'administration Trump. Et donc après, on peut imaginer, certains l'ont dit, qu'il y avait des intérêts proches de Trump, qui étaient proches d'OpenAI, le concurrent principal. Donc c'est assez compliqué. Voulant favoriser OpenAI aurait entravé le développement d'Anthropic. Mais il est clair que dans une situation d'avant mise sur le marché, puisqu'il vise, comme OpenAI l'a mise sur le marché boursier, c'était catastrophique. Donc là, il y a une remise un petit peu des compteurs à zéro, et on verra comment la chose se déroule dans les semaines à venir. À l'origine, c'est tout de même une faille dans la sécurité de ces modèles identifiés par la société Amazon qui a donc provoqué cette réaction des États-Unis. On peut comprendre cet enjeu de sécurité si, d'aventure, ces modèles tombaient en de mauvaises mains ou dans des mains d'États ennemis. C'est en tout cas l'argument avancé par Washington. Vous le contestez au nom de la souveraineté ? Non. Le fait que l'on puisse utiliser ces modèles à des fins de cyberattaque et que cela puisse permettre à des entités étrangères, étatiques ou non étatiques, y compris même terroristes, de l'utiliser comme tel, c'est une possibilité. Et ça a été reconnu. Là, l'idée, c'est qu'effectivement, l'outil en question permettrait, et j'emploie encore le conditionnel, de détecter beaucoup plus rapidement les failles dans des systèmes critiques, c'est-à-dire bancaires, c'est-à-dire énergétiques, c'est-à-dire systèmes de transport. Et donc, pour un État, il est effectivement question de sécurité nationale dans ces cas-là. Mais est-ce que
la chose n'était pas gérable autrement. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez de réouverture, mais c'est réouverture sous contrôle sévère. C'est-à-dire que on aura une version qui ne sera pas aussi ouverte, aussi absolument identique à ce qu'elle était avant, par décision de négociation avec le gouvernement américain. Et je précise que toutes les sociétés en question seront obligés à l'avenir de soumettre leur nouveau système pendant au moins 30 jours à l'administration pour test. Donc on voit bien qu'on est là dans un régime de liberté surveillée, pour reprendre la métaphore carcérale. Ça semble être un débat inextricable, sécurité des citoyens contre contrôle des citoyens. Jusqu'à quel point la puissance publique doit-elle encadrer l'intelligence artificielle et les modèles d'intelligence artificielle sans pour autant contrevenir justement aux libertés individuelles et prendre le risque d'imposer un narratif, une volonté politique? C'est une question complexe. Ça a été l'objet de notre rapport que nous avons présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat et bientôt au Parlement européen, donc sur les effets et les enjeux politiques de l'IA, en Europe en particulier. Donc évidemment qu'il y a un risque, évidemment que ces outils ne sont pas des outils traditionnels tels que nous pouvions les connaître, bureautique, gestion, etc. Là, ce sont des armes au sens le plus large, armes de désinformation massive, armes possiblement dans le cadre de conflits. Regardez, aussi bien en Ukraine qu'en Iran, la gestion du conflit a été confiée à des systèmes d'IA, parfois même avec des erreurs, comme on a pu le voir au début de la guerre en Iran. Donc, par définition, on ne peut pas considérer que ce soit des logiciels traditionnels, mais bien des systèmes qui peuvent avoir une déclinaison militaire, aussi bien légitime, entre guillemets, que illégitime, et donc il est normal d'envisager une régulation. Même l'administration Trump, qui au départ disait ne pas vouloir de régulation, l'envisage désormais au point même de vouloir que l'État américain entre au capital de ces sociétés. Si on allait au bout de cette logique, ne faudrait-il pas purement et simplement nationaliser ces sociétés et interdire finalement à des acteurs privés de s'y aventurer pour que au moins les choses soient claires? Non, mais c'est ce que voudrait presque un certain Bernie Sanders aux États-Unis, qui demande une prise de participation à 50%, tandis que J.D. Vance, étrangement, a rejoint cette opinion en disant qu'il faudrait prendre 10% du capital de manière à pouvoir redistribuer en amont plutôt qu'en aval par la fiscalisation. Si on considère qu'il s'agit de biens communs, comme vous semblez le dire... Non, ce sont des biens d'intérêt général. Est-ce qu'il faut nécessairement nationaliser toutes les structures, les opérateurs d'importance vitale, comme on les appelle en France, c'est-à-dire les structures essentielles au fonctionnement du pays? Pas forcément, mais qu'elles soient soumises à un cahier des charges, à une régulation et à un contrôle par les autorités dans les pays démocratiques, parce qu'il faut aussi penser aux pays qui ne le sont pas. Au même titre que les industriels de l'armement ou de l'énergie, par exemple. Pour partie, oui. Pour partie, de toute manière, on se dirige vers ça, parce que par définition, comme je vous le disais, il y est question aussi d'éviter des catastrophes énergétiques, bancaires. Les banques ont tiré le signal d'alarme en premier. C'est auprès du secrétaire américain au Trésor, Bessent, en disant « Nous ne voulons pas que des failles majeures puissent être directement disponibles aux Iraniens, aux Russes ou à quelques autres groupes terroristes. » Ça veut dire que des pays en retard sur les États-Unis ou la Chine, et la France n'est pas la plus mal positionnée, mais elle est dans cette situation, devraient tenter... par l'État, grâce à l'État, de développer leur propre modèle? J'ai du mal à suivre la logique de développement industriel administré. Pour tout dire, c'est un petit peu difficile dans ce cas-là. Que l'Europe se préoccupe aujourd'hui, et très récemment, puisque ça a été décidé il y a quelques jours, de favoriser le financement et d'aider le financement de ce qu'on appelle les modèles de fondation. Il y a les modèles de type, effectivement, Anthropic, OpenAI, dans ces domaines, un peu comme Mistral, d'ailleurs, pour la France, c'est évident. Il nous faut non pas une indépendance complète, mais au moins être en mesure de faire que les systèmes critiques soient gérés par des entreprises européennes. Ce qui me paraît le moindre que l'on puisse espérer. Et c'est loin d'être le cas aujourd'hui, parce qu'on dépend des clouds américains, des systèmes d'IA parfois américains. Donc il nous faut récupérer certaines étapes, couches, voilà, en anglais on dit stack, donc certaines couches critiques. Et évidemment, l'Europe là-dessus, suivant, je l'espère, dans les années à venir, le rapport Draghi, devra investir massivement comme jamais elle ne l'a fait. Il en va de notre souveraineté militaire, parce qu'il y a des domaines entiers qui dépendent et qui dépendront de plus en plus de notre souveraineté militaire, de notre souveraineté politique, au fait de ne pas être vassalisé. Regardez ce que disait J.D. Vance à Munich il y a un an et quelques, en disant vous devez laisser des gouvernements populistes arriver, vous n'êtes pas assez démocratique. Est-ce que c'est ça que l'on veut inscrit dans le code, c'est le cas de le dire, de ces systèmes pour influencer? Récemment, le Trésor français avait testé un système d'IA chinois qu'ils ont été obligés de retirer parce qu'il donnait des réponses pro-chinoises à toutes les interrogations des hauts fonctionnaires français. C'est une anomalie qu'on ait pu, ne serait-ce même que l'envisager.
Merci beaucoup Bernard Merci à vous. Benamou d'avoir été avec nous pour nous éclairer